Le 15 juillet 1942, nous étions, ma mère et moi, à la maison le soir. Mon père n'était pas encore rentré, il nous avait prévenu qu'il rentrerait un peu plus tard. Donc nous étions à table, ma mère et moi, et on habitait dans une rue assez calme. Et quand une voiture s'engouffrait dans la rue, on l'entendait. Et tout d'un coup, on a entendu une vibration, c'était un camion qui rentrait dans la rue et qui s'arrête devant notre porte. De ce camion descendent 6 soldats allemands, un ou deux avec des petites mitraillettes, qui s'engouffrent dans notre immeuble, qui montent au premier étage là où nous habitions et qui frappent violemment à notre porte. On était impressionnés, on se demandait ce qui allait nous arriver. On a ouvert la porte, ma mère et moi, et dès que la porte était ouverte, les 6 soldats allemands sont rentrés dans notre appartement. Et la première question qu'ils ont posée à ma mère, où est Monsieur Peraya? Sans donner d'explication de leur intrusion, ni ce qu'ils voulaient à mon père. Donc, maman, qui se doutait bien que si on lui demandait par des soldats allemands où était mon père, ça n'était pas pour lui vouloir du bien. Elle a commencé par dire « je ne sais pas où il est ». Alors l'officier allemand qui parlait français s'est adressé à ma mère et lui a dit « écoutez, je vous donne un quart d'heure, vous allez aller chercher votre mari. Si dans un quart d'heure vous n'êtes pas revenu, l'enfant c'était moi, que nous gardons avec nous, quand vous reviendrez, ne sera plus là. Car nous partirons, nous l'amènerons, et donc vous ne le reverrez plus. » Donc maman était affolée, elle savait pertinemment où était mon père, mais malgré tout, elle avait cette menace de ne plus me revoir pour une raison ou pour une autre. Donc elle pleurait, mais elle est partie en courant pour aller chercher mon père. Et moi, je suis resté tout seul dans l'appartement, avec ces soldats allemands qui parlaient entre eux, qui riaient, qui parlaient, enfin. Et j'étais à table au moment où ils sont rentrés, et je suis resté à table, je baissais la tête parce que j'avais peur. J'étais très impressionné par ces soldats qui me semblaient être immenses. J'avais l'impression d'être avec des géants, et je baissais la tête et je n'osais même pas les regarder. Et moins d'un quart d'heure après, mon père et ma mère sont revenus, et mon père, qui lui gardait son sang-froid, lorsqu'il est arrivé, adressé à l'officier en lui disant « que se passe-t-il » Alors vous savez, les Allemands, quand une situation difficile se préparait, avaient une technique particulière, c'était d'essayer de minimiser la gravité de la situation. Et ils ont dit à mon père « écoutez, nous sommes venus pour vous amener avec nous, mais votre femme et votre enfant aussi, pour un simple contrôle d'identité. » Alors, bon, c'est embêtant, mais bon, ils nous disent d'autant plus que moins de 48 heures après, vous serez de nouveau chez vous. On est monté dans le camion et les Allemands ont été cueillir, le mot n'est pas exagéré, ont été cueillir tous les Juifs de la région de Saint-Nazaire qui s'étaient déclarés à la préfecture lors des lois de Vichy. Les lois de Vichy qui demandaient à tous les Juifs d'aller se déclarer à la préfecture en donnant leur identité, leur adresse, enfin le maximum de détails. Et étant donné que c'était des lois qui ont été édictées par l'État et qu'on était respectueux, en tout cas mes parents étaient respectueux des lois et ne soupçonnaient pas des conséquences de cette déclaration à la préfecture, donc ils ont été se déclarer. Moi, j'ai découvert que j'étais juif justement au moment où j'ai porté l'étoile, parce que chez nous, on était une famille qui n'était pas religieuse et on ne faisait pas trop attention aux fêtes religieuses. Donc, je ne savais pas que j'étais juif. On a passé notre première nuit de captivité à dormir par terre. Et tout au long de la nuit, il y a des gens qui arrivaient, qui avaient été arrêtés un peu plus loin, mais qui étaient regroupés avec nous. Et nous sommes restés toute cette nuit dans cette baraque, et dès le lendemain matin, on nous a transportés, mais là je ne me rappelle pas si c'est en camion ou en train, on nous a transportés à Nantes. Alors là, on a été conduits à la gare de Nantes et transportés dans des wagons normaux de voyageurs jusqu'à Angers. Angers, c'était le centre de l'état-major de la Gestapo et des Allemands. C'était le centre central de toute la Bretagne. Et tous les Juifs qui avaient été arrêtés
dans toute la Bretagne, étaient regroupés à Angers. Et les Allemands avaient réquisitionné le grand séminaire d'Angers, où nous avons été tous regroupés dans la grande cour du grand séminaire d'Angers. Il y avait là environ 1000 à 1200 personnes. Et lorsque tout le monde est arrivé, les soldats allemands, il y en a un qui parlait français, nous a dit « Vous êtes groupés actuellement par famille, mais vous allez vous séparer. Les hommes vont aller d'un côté, les femmes vont aller d'un autre côté, et les femmes et les enfants vont aller dans une troisième partie de cette cour. » Ce jour-là, mon père m'a pris dans ses bras, m'a regardé profondément. Je me rappelle de ce regard et j'essaye de l'interpréter. J'ai pensé que peut-être il avait dans l'idée que c'était peut-être la dernière fois que nous nous voyions. Et c'est effectivement la dernière fois que j'ai vu mon père. Il m'a fait ses dernières recommandations. Il m'a dit de rester toujours près de ma mère, de la protéger. Et il est parti de son côté avec les autres hommes qui ont été regroupés. Et 2 jours après, il est parti en déportation par le convoi numéro 8 qui est arrivé à Auschwitz. On le sait, il est arrivé à Auschwitz le 20 juillet 1942. Il est arrivé, c'est sûr. Il a été tatoué, c'est sûr. Mais j'ai fait des recherches après la guerre en allant moi-même à Auschwitz pour essayer de connaître son destin. Ça ne l'aurait pas fait revenir. Mais j'avais besoin de savoir un peu de quelle manière il était mort. Mais il n'y a aucune trace de lui, si ce n'est la date de son arrivée. Et de ce convoi, où ils étaient environ 850 à 900 personnes, il y a une quinzaine de personnes seulement qui sont revenues de ce convoi. Tous les autres sont morts. Parce que quand on arrivait dans un camp d'extermination comme Auschwitz, on était destiné à succomber au bout de 3 ou de 6 mois. On ne savait absolument pas ce qui pouvait nous arriver. D'autant plus qu'après Angers, les femmes et les enfants qui, elles, n'étaient pas partis dans les convois, car à l'époque, c'était la dernière limite, mais on ne déportait pas encore les enfants. Donc les femmes et les enfants ont été transportés dans un camp à côté de Tours, le camp de la Lande. Le camp de la Lande où, lorsque nous sommes arrivés, il y avait déjà quelques personnes dans des baraques et il y avait surtout un groupe d'enfants sans leurs parents. Donc, déjà, on avait séparé les parents des enfants. Pourquoi on les avait séparés? Parce qu'on a dit à leurs parents, toujours dans l'optique de minimiser la gravité des faits par les Allemands, on leur a dit, vous allez aller dans un camp de travail, vous allez vous installer, et lorsque vous serez installés, vos enfants que nous gardons ici vous rejoindront. Et je vous demande d'imaginer comment a pu être la séparation entre ces parents qui partaient vers l'inconnu, car ils ne savaient absolument pas quelle destination on leur proposait, laissant leurs enfants dans un camp de concentration, sans savoir s'ils allaient les revoir. Et ces enfants, il y avait des enfants de tous âges, il y avait des petits bébés, il y avait des petits de 2-3 ans, qui ne connaissaient même pas leur nom ni leur adresse, et qui risquaient d'être perdus par manque d'informations. Donc ça a dû être vraiment très dur pour ces parents d'être séparés de leurs enfants. Et ces enfants qui sont restés au camp de la Lande sans leurs parents, il y a eu une sorte de solidarité naturelle qui s'est créée. Les plus grands s'occupaient des plus petits. Et leur conversation, leur désir le plus profond qu'ils avaient, c'était vivement qu'on rejoigne nos parents. Et par contre, comme c'était des enfants, et que c'était des enfants de tous âges, ils chantaient, ils jouaient, ils dansaient. Et moi, qui étais un petit enfant de province avec très peu d'amis, quand j'ai été au milieu de ces enfants, j'ai vraiment découvert un monde que j'ignorais. Ils m'ont appris des tas de choses, des jeux, de la bonne humeur, de l'affection, de la camaraderie, parce qu'ils m'ont adopté dans leur groupe et je garde un souvenir ému de ces enfants. Et j'en parle à chaque fois quand je fais des témoignages parce que j'ai l'impression qu'en parlant d'eux, eh bien, je les fais revivre un petit peu. Vraiment, j'étais dans un camp de concentration
avec des barbelés, avec des gendarmes qui nous gardaient, privés de liberté, mais vraiment j'ai été heureux au milieu de ces enfants. Vraiment pour moi ça a été 15 jours de bonheur. Et 15 jours de bonheur dans un camp de concentration. C'est rare. Ensuite, il y avait des listes de départ. On est parti en train vers Drancy. Drancy, c'est en banlieue parisienne, et c'était un camp de triage. Tous les gens qui étaient arrêtés dans toute la France, soit en essayant de passer la ligne de démarcation, soit dans des rafles, soit cueillis chez eux, tous les gens allaient vers Drancy, et lorsqu'il y avait 800 à 1000 personnes environ, il y avait des convois de déportation qui se formaient. Et la destination, la plupart du temps, était Auschwitz-Birkenau. Et la plupart des convois qui sont partis de France sont partis de la gare de Bobigny, qui était à proximité du camp de Drancy, et ont été dirigés vers Auschwitz-Birkenau. Un des rares convois qui n'est pas parti de Drancy, c'est le convoi numéro 8 d'Angers, où était mon père. Là, il est parti directement d'Angers. Il y avait des privilégiés qui n'étaient pas déportables. Alors, quelles étaient ces catégories de gens qui n'étaient pas déportables ? Il y avait d'abord ce qu'on a appelé les demi-juifs, c'est-à-dire les personnes qui étaient issues d'un père catholique et d'une mère juive, ou d'un père juif et d'une mère catholique. Ceux-là, quand ils pouvaient prouver que leur ascendant était catholique ou protestant, enfin qui n'était pas juif, donc ne partaient pas en déportation. Il y avait une autre catégorie qui était les conjoints et les conjointes d'Ariens, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui étaient mariés avec des non-juifs. Et puis il y avait une troisième catégorie qui étaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les citoyens des alliés de l'Allemagne, c'est-à-dire les citoyens turcs, les citoyens espagnols, les citoyens roumains, les citoyens italiens. Tout cela, quand ils pouvaient prouver leur nationalité, ne partaient pas en déportation. Et puis il y avait une quatrième catégorie qui était les femmes de prisonniers de guerre. L'armée française avait perdu la guerre, l'armée française avait été faite prisonnier, et les soldats avaient été envoyés dans des camps en Allemagne qu'on a appelés des stalags. Et ces prisonniers de guerre bénéficiaient de la Convention de Genève, qui était une convention prise entre les États qui protégeait le régime que l'on attribuait aux prisonniers de guerre. Les femmes de prisonniers bénéficiaient aussi de cette Convention de Genève et à ce titre n'étaient pas déportées. Et elles étaient gardées à Drancy avec leurs enfants en tant qu'otages. Les Allemands pensaient qu'un jour ou l'autre, peut-être auraient-ils besoin d'otages pour les échanger, par exemple, contre des prisonniers allemands. Maman a eu la chance de rencontrer un cousin à elle qui était conjoint d'Arienne, c'est-à-dire marié avec une catholique, et qui, à ce titre, lui, n'était pas déporté, mais qui savait qu'on partait au prochain convoi. Et il a dit à ma mère, il faut absolument qu'on trouve une raison ou un prétexte pour que vous ne partiez pas. Il a été voir une femme de prisonnier de guerre et il lui a demandé de raconter l'histoire de son mari, c'est-à-dire où il avait été mobilisé, où il avait été cantonné, où il avait fait la guerre, où il avait été fait prisonnier, quel était le numéro de son régiment, dans quel stalag en Allemagne il était, quel était le numéro de ce stalag, dans quelle région d'Allemagne c'était, enfin le maximum de détails. Et tous ces détails, il les a fait apprendre par cœur à ma mère. On est passé, ma mère et moi, devant Brunner, qui était le chef de la Gestapo en France et qui s'occupait personnellement du camp de Drancy. Et il a posé des questions à ma mère, et ce jour-là, ma mère a été, comme toute sa vie d'ailleurs, une femme extraordinaire, malgré qu'elle ait eu très peur. Elle a eu très peur parce qu'on ne savait pas ce qui se passait exactement, quelles seraient les conséquences au cas où on ne nous aurait pas cru. Mais en fait, on jouait notre vie, car de deux choses l'une, ou ils nous croient et on est avec les femmes de prisonniers de guerre, ou ils ne nous croient pas et on est déporté et on va à Auschwitz et la chambre à gaz. Donc, ma mère, ce jour-là, a été très convaincante, à tel point que les Allemands l'ont cru, et on a été retiré du convoi, et on a été gardé avec les femmes de prisonniers de guerre à Drancy.
On a passé 20 mois à Drancy, ce qui est presque un record. Je ne dis pas que c'est moi qui suis resté, enfin ma mère et moi qui sommes restés les plus longtemps, mais on est parmi ceux qui sommes restés le plus longtemps, car la plupart du temps, les gens qui arrivaient à Drancy partaient directement en déportation dès qu'un convoi se formait. Drancy, c'est un immeuble en béton, en U, de 4 étages. Et quand on monte au 4e étage, au loin, on voit la ville de Drancy derrière les barbelés. On voit des voitures et des camions qui passent. Et moi, je montais souvent au 4e étage parce que j'étais fasciné par le spectacle de voir ces gens qui marchaient dans la rue et qui étaient libres. Et moi, je disais, eux, ils sont libres, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis là, prisonnier dans un camp de concentration, derrière des barbelés, gardé par des gendarmes, et j'ai pas le droit d'aller marcher avec ces gens-là. Je voyais des voitures qui passaient, j'avais un désir profond de liberté. J'ai compris, bien que j'étais gosse à l'époque, la valeur du mot liberté. On a la chance de vivre dans un pays démocratique où on est libre, mais on ne se rend pas compte du bonheur que l'on a. Moi, j'estime qu'on ne peut pas être heureux sans liberté. Et dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, on a mis le mot liberté en premier. Je ne crois pas que ce soit du hasard. Alors la guerre avançait et les Allemands se rendaient compte que sans doute ils n'allaient pas gagner la guerre. Et comme on était des otages, ils ont pensé que les otages, il valait mieux les avoir à portée de la main en Allemagne. La chance qu'on a eue donc, c'est de ne pas aller dans un camp d'extermination, mais dans un camp de concentration, un camp de travail qui s'appelait Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'était là où était Anne Frank. Anne Frank qui est morte à Bergen-Belsen, qui est morte du typhus. Ça vous situera un petit peu là, si je vous dis que c'était en Allemagne, à côté de Hanovre, et que c'était un camp immense, et qu'il y avait toutes sortes d'internés. Il y avait des prisonniers russes, il y avait des prisonniers politiques, et il y avait des prisonniers juifs qui étaient regroupés, les otages, dans un camp à Bergen-Belsen qui s'appelait le camp de l'Étoile. On avait des rations très succinctes, je ne peux pas vous en donner le détail parce que je ne m'en rappelle pas absolument, mais je sais qu'on a souffert beaucoup de la faim. Et la faim, c'est quelque chose de difficile à supporter. C'est d'autant plus difficile à supporter que quand on a faim, on ne pense qu'à manger. On ne rêve que de manger. On ne parle que de manger. Mais c'est une souffrance, je dirais presque, à laquelle on s'habitue. Et elle est constante, mais je trouve supportable par rapport à d'autres souffrances que nous avons endurées. Dès que le temps a passé et que l'hiver est arrivé, et que cet hiver 1944-45 en Allemagne a été très rigoureux, puisqu'on a eu des températures de l'ordre de moins 15, moins 20 degrés, là, le froid, vous ne pouvez pas savoir. Ça, le froid, c'est insupportable. D'autant plus que tous les jours, à Bergen-Belsen, il y avait l'appel. Les Allemands avaient pour habitude, chaque jour, de nous réunir sur la grande place de Bergen-Belsen pour nous compter. Ils voulaient être sûrs que personne ne s'évadait. Ça pouvait durer 2, 3, 4, 5 heures. Les Allemands venaient nous compter quand ils le désiraient. Et quand ils venaient, il fallait être au garde à vous, regarder droit devant soi, et ça faisait un certain temps qu'on était dans le froid, mal couvert. Je vous rappelle qu'on a été arrêtés en 1942 au mois de juillet, et qu'on nous a dit, vous prenez des affaires pour 48 heures. Donc on avait des affaires d'été, et on n'avait pas de vêtements chauds. On avait des chaussures qui prenaient l'eau, et on était sous la pluie, sous la neige, dans la boue. Vraiment, le froid, pour moi, ça a été la souffrance la plus extrême que j'ai pu... Vous ne pouvez pas savoir. Vos membres se raidissent, d'autant plus qu'on est mal nourri, qu'on n'a pas... Notre organisme n'a pas la possibilité de supporter ces températures. Quand on revenait des appels, au bout de plusieurs heures d'immobilisation, on était dans un état déplorable. Et quand les Allemands enfin arrivaient devant notre baraque pour nous compter, si l'un d'entre nous bougeait, tournait la tête, n'avait pas le regard droit devant lui, il le tirait des rangs et il les rouait de coups, il le laissait pour mort par terre. Il y a eu aussi quelque chose de plus terrible. Car quand il fait moins 15 ou moins 20 degrés, il faut être courageux pour se déshabiller et se laver. D'autant plus que
En plus, dans ces températures-là, l'eau, elle jette dans les tuyaux. Mais quand il y avait de l'eau, on n'avait pas le courage de se laver tellement on avait froid. Et vous savez, quand vous ne vous lavez pas et que ça dure un certain temps, il arrive quelque chose de terrible, il arrive les poux. Non pas les poux qu'on a dans les cheveux, non, les poux de corps, la vermine, qui vous ronge. Et on était couverts de cette vermine. On avait beau s'épouiller, on avait toujours, c'était vraiment terrible. Et les poux amènent une maladie terrible qui est le typhus. Les rats amènent la peste, les poux amènent le typhus. Et le typhus, c'est une maladie terrible parce que on résiste pendant un certain temps, on a beaucoup de fièvre, on délire, et puis on tombe et on meurt. D'autant plus quand on n'est pas soigné. Et il y a eu une épidémie de typhus où les gens tombaient comme des mouches. Et vous savez, ce n'était pas forcément les gens les plus costauds, plutôt les plus malingres qui tombaient les premiers. Non, au contraire, c'était ceux qui semblaient les plus athlétiques ou ceux qui semblaient le mieux résister. Ceux-là, ils tombaient tout de suite. Et quand ils tombaient, eh bien, ils restaient là où ils étaient. Il y avait un four crématoire, mais qui ne pouvait pas absorber tous les morts. Je vous ai dit, il y en avait par milliers. On n'était plus vraiment des êtres humains normaux. On n'avait plus qu'un sentiment qui nous animait, c'était un instinct de conservation. On essayait, ceux qui y croyaient, de survivre, mais il y en a qui renonçaient. Et vous savez, quand vous n'avez pas envie de vivre, vous ne résistez pas longtemps. Donc il y avait des morts, beaucoup de morts. Et moi, à cette époque, alors que je voyais les gens mourir autour de moi, moi, à cette époque, eh ben, j'avais pas dans l'idée que j'allais mourir. Je faisais des projets d'avenir. Je disais, quand je serai libéré, je ferai telle et telle chose. Ou quand je serai grand, j'aurai telle et telle profession. J'avais la foi en la vie. Les Alliés, les Américains, les Russes, les Anglais, les Français envahissent l'Allemagne et les Allemands se rendent compte que Bergen-Belsen va être libéré bientôt. Ils ont donc décidé, leurs otages, de les transporter dans un camp en Tchécoslovaquie qui s'appelle Theresienstadt. Ils ont affrété un camp de wagons à bestiaux. Les wagons à bestiaux, c'était des wagons qui étaient, comme son nom l'indique, destinés à du bétail, et donc qui n'avaient aucun confort, c'est-à-dire pas de siège, pas de fenêtres, des portes qui se fermaient hermétiquement, mais qui là, en l'occurrence, n'étaient pas fermées hermétiquement. Et ils nous ont entassés dans ces wagons à bestiaux et ils ont essayé de nous faire passer donc à Theresienstadt. Mais la guerre était patente dans tout le territoire allemand et notre convoi, qu'on a appelé le train fantôme, n'était pas prioritaire sur les voies allemandes. Les trains prioritaires, c'était les transports de troupes et les transports de munitions. Ce qui fait qu'on restait des fois 1 ou 2 jours immobile sur une voie. Et comme on n'était pas nourri ni eau ni nourriture, on descendait et on essayait de trouver de la nourriture. Et on en trouvait très peu. Et comme on n'en trouvait pas, on mangeait de l'herbe, on mangeait des feuilles, enfin on essayait de subsister. Et ainsi, le train a erré comme ça pendant 15 ou 20 jours sur les voies allemandes. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé une nuit. On était serrés les uns contre les autres dans ce wagon et on essayait de dormir. Et maman, à un certain moment, a bougé et a gêné la personne qui était à côté. Je vous ai dit qu'on avait perdu toute forme de morale, toute forme d'humanité, toute forme de solidarité, qu'on n'était plus vraiment des êtres humains. Cet homme que maman a gêné, a peut-être réveillé dans son sommeil, n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à battre maman, qu'à la rouer de coups. Et moi, j'étais près d'elle, j'étais en train de couver le typhus, j'étais très faible, j'étais désespéré, j'entendais maman qui pleurait, qui criait, et l'homme qui s'acharnait sur elle. Et le train était arrêté. Là, vraiment, j'en pouvais plus. J'ai demandé à maman de descendre. On est descendus tous les deux. Je me suis allongé sur le ballast. Et là, j'ai dit à maman, j'en peux plus. J'en peux plus. Si c'est ça, la vie, si on vit pour souffrir, si demain sera comme aujourd'hui,
Si notre avenir n'est que souffrance, laisse-moi mourir tranquille. Je préfère mourir maintenant. Alors maman, bien sûr, pleurait. Maman essayait de me convaincre de résister encore, d'autant plus qu'on entendait au loin le bruit du canon des troupes alliées qui se rapprochaient de nous. Et elle m'a donné le seul argument qui pouvait me décider à résister. Elle m'a dit, si tu m'aimes, excusez-moi, si tu m'aimes, tu remontes avec moi dans le wagon. Et je suis remonté avec elle dans le wagon. Et quelques jours après, le train de nouveau était arrêté. On cherchait de la nourriture et tout d'un coup, on a vu arriver des soldats. C'était des cavaliers. Ils n'avaient pas l'uniforme allemand. C'était effectivement pas des soldats allemands, c'était des soldats russes. Les soldats russes, c'était les troupes qui allaient libérer Berlin quelques jours après et qui nous ont dit « vous êtes libres ». Et je vous ai dit tout à l'heure le désir profond de liberté que j'avais. J'avais le typhus. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais libre à ce moment-là. Et je suis rentré en France après ma déportation le 29 juin 1945, c'est-à-dire presque un an après la libération de Paris qui avait été libérée le 24 août 1944. Et nous, cette période, après la libération de Paris, ça a été la période de notre plus grande souffrance. Notre retour a été très difficile. A été très difficile parce que les Français, pour accueillir les déportés qui rentraient, les rares déportés qui rentraient, parce que je vous rappelle qu'on est revenu qu'à 2500 environ, avaient réquisitionné l'hôtel Lutetia pour nous faire passer des visites médicales, pour voir si on n'était pas contagieux des maladies. Et lorsque les visites étaient positives, c'est-à-dire lorsque les gens n'étaient pas malades, on leur donnait une veste, un pantalon, une chemise, une paire de chaussures et 100 francs, et on les lançait dans la nature. Et vous savez, on est arrivé au milieu d'une société qui en avait assez de la guerre, qui n'était pas prêt à écouter les déportés, qui n'avait pas envie de les déporter. Ils avaient subi, chacun d'entre eux, l'occupation, les rationnements, les problèmes de prisonniers de guerre, etc. Donc ils avaient envie d'arrêter avec la guerre. Et donc ils ont été vis-à-vis de nous d'une indifférence. Et nous avons eu du mal à nous réinsérer dans cette société où nous n'étions pas des gens tout à fait normaux comme eux. Et 3 ans après ma captivité, on m'a envoyé pendant 2 ans dans un sanatorium pour me refaire une santé. Et vous savez, ça a été difficile aussi parce que là, j'étais séparé de ma mère et j'ai eu un coup au moral de ne pas pouvoir être comme les autres. Parce que mon désir le plus profond à mon retour de déportation, c'est d'oublier cette période, d'essayer d'être comme les autres. Et je n'étais pas comme les autres. D'abord, j'étais petit, ma croissance avait été entravée. En plus, j'étais malade. En plus, je n'avais pas été à l'école, puisque quand on m'a arrêté, j'avais 9 ans. Et quand je suis sorti du sanatorium, j'avais 15 ans. Pendant cette période, je n'avais pas été à l'école. Donc, j'avais pas lu un livre. J'étais dans un niveau d'instruction vraiment dérisoire. Et il fallait que j'essaye de rattraper ce temps perdu. Ça a été vraiment des moments difficiles. La réinsertion a été longue et difficile. Ça a tellement marqué notre vie. C'était tellement des périodes exceptionnelles. Les souffrances ont été tellement intenses qu'on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Et la preuve, c'est que des fois, on fait des cauchemars. Et vous savez, quand vous faites un cauchemar et que vous vous réveillez, pendant quelques secondes à votre réveil, vous avez une certaine inconscience. Et moi, quand j'en fais, dans cette période d'inconscience, je me demande toujours où je suis. Est-ce que je suis encore là-bas ? Ce qui prouve qu'il y a encore en moi des séquelles de cette période.